Un rire strident qui s'éparpille dans le jardin, comme un vol de moineaux piaillant. Et il s'écrie: ça, c'est une idée, hein? Oh, sa tête! La voyez-vous d'ici, en apprenant que ma petite fortune, pan, je la léguais à l'Académie française. Car, ma chère demoiselle Célestine, c'est vrai, ma fortune, je la léguais à l'Académie française. Ça, c'est une idée. Je laisse son rire se calmer, et gravement, je lui demande: et maintenant, capitaine, qu'allez-vous faire? Le capitaine me regarde longuement, me regarde malicieusement, me regarde amoureusement, et il dit: eh bien voilà, ça dépend de vous. De moi? Oui, de vous seul. Et comment ça? Un petit silence encore, durant lequel le mollet tendu, la taille redressée, la barbiche tordue et pointante, il cherche à m'envelopper d'un fluide séducteur. Allons, fait-il tout d'un coup, allons droit au but. Parlons carrément, en soldat. Voulez-vous prendre la place de Rose? Elle est à vous. J'attendais l'attaque. Je l'avais vu venir du plus lointain de ses yeux. Elle ne me surprend pas. Je lui oppose un visage sérieux, impassible. Et les testaments, capitaine? Je les déchire, nom de Dieu. J'objecte. Mais je ne sais pas faire la cuisine? Je la ferai, moi. Je ferai mon lit, le vôtre, foutre. Je ferai tout. Il devient galant, égrillard. Son œil s'émerillonne. Il est heureux pour ma vertu que la haie me sépare de lui, sans quoi je suis sûre qu'il se jetterait sur moi. Il y a cuisine et cuisine, crie-t-il d'une voix rauque et pétaradante à la fois. Celle que je vous demande, ah, Célestine, je parie que vous savez la faire, que vous savez y mettre des épices, foutre. Ah, nom d'un chien! Je souris ironiquement, et le menaçant du doigt, comme on fait d'un enfant. Capitaine, capitaine, vous êtes un petit cochon. Non, pas un petit, réclame-t-il orgueilleusement. Un gros, un très gros, foutre. Et puis, il y a autre chose, il faut que je vous le dise. Il se penche vers la haie, tend le col, ses yeux s'injectent de sang, et d'une voix plus basse, il dit: si vous veniez chez moi, Célestine, eh bien quoi? Eh bien, l'élan l'air crèverait de fureur. Ah, ça, c'est une idée. Je me tais et fais semblant de rêver à des choses profondes. Le capitaine s'impatiente, s'énerve. Il creuse le sable de l'allée sous le talon de ses chaussures. Voyons, Célestine, 35 francs par mois, la table du maître, la chambre du maître, foutre, un testament. Ça vous va-t-il? Répondez-moi. Nous verrons plus tard, mais prenez-en une autre en attendant, foutre. Et je me sauve pour ne pas lui souffler dans la figure la tempête de rire qui gronde dans ma gorge. Je n'ai donc que l'embarras du choix, le capitaine ou Joseph. Vivre à l'état de servante maîtresse avec tous les aléas qu'un tel état comporte, c'est-à-dire rester encore à la merci d'un homme stupide, grossier, changeant, et sous la dépendance de 1000 circonstances fâcheuses et de 1000 préjugés, ou bien me marier et acquérir ainsi une sorte de liberté régulière et respectée dans une situation exempte du contrôle des autres, libérée du caprice des événements. Voilà enfin une partie de mon rêve qui se réalise. Il est bien évident que cette réalisation, j'aurais pu la souhaiter plus grandiose. Mais à voir combien peu de chance s'offre en général dans l'existence d'une femme comme moi, je dois me féliciter qu'il m'arrive enfin quelque chose d'autre que cet éternel et monotone ballottement d'une maison à une autre, d'un lit à un autre, d'un visage à un autre visage. Naturellement, j'écarte tout de suite la combinaison du capitaine. Je n'avais d'ailleurs pas besoin de cette dernière conversation avec lui pour savoir quelle espèce de grotesque et sinistre fantoche, quel exemplaire d'humanité baroque il représente. Outre que sa laideur physique est totale, car rien ne la relève et ne la corrige,
il ne donne aucune prise sur son âme. Rose croyait fermement sa domination assurée sur cet homme, et cet homme la roulait. On ne domine pas le néant, on n'a pas d'action sur le vide. Je ne puis non plus sans suffoquer de rire songer un seul instant à l'idée que ce personnage ridicule me tienne dans ses bras et que je le caresse. Ce n'est même pas du dégoût que j'éprouve, car le dégoût suppose la possibilité d'un accomplissement. Or, j'ai la certitude que cet accomplissement ne peut pas être. Si par un prodige, par un miracle, il se trouvait que je tombasse dans son lit, je suis sûre que ma bouche serait toujours séparée de la sienne par un inextinguible rire. Amour ou plaisir, veulerie ou pitié, vanité ou intérêt, j'ai couché avec bien des hommes. Cela me paraît du reste un acte normal, naturel, nécessaire. Je n'en ai nul remords, et il est bien rare que je n'y ai pas goûté une joie quelconque. Mais un homme d'un ridicule aussi incomparable que le capitaine, je suis sûre que cela ne peut pas arriver, ne peut pas physiquement arriver. Il me semble que ce serait quelque chose contre nature, quelque chose de pire que le chien de Clé-Clé. Eh bien, malgré cela, je suis contente, et j'en éprouve presque de l'orgueil. De si bas qu'il vienne, c'est tout de même un hommage, et cet hommage me donne davantage confiance en moi-même et en ma beauté. À l'égard de Joseph, mes sentiments sont tout autres. Joseph a pris possession de ma pensée, il la retient, il la captive, il l'obsède. Il me trouble, m'enchante et me fait peur tour à tour. Certes, il est laid, brutalement, horriblement laid, mais quand on décompose cette laideur, elle a quelque chose de formidable, qui est presque de la beauté, qui est plus que la beauté, qui est au-dessus de la beauté, comme un élément. Je ne me dissimule pas la difficulté, le danger de vivre, marié ou non, avec un tel homme, dont il m'est permis de tout soupçonner et dont en réalité je ne connais rien. Et c'est ce qui m'attire vers lui avec la violence d'un vertige. Au moins celui-là est capable de beaucoup de choses dans le crime, peut-être, et peut-être aussi dans le bien. Je ne sais pas. Que veut-il de moi? Que fera-t-il de moi? Serais-je l'instrument inconscient de combinaisons que j'ignore, le jouet de ses passions